Oui, Géo. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question identitaire en tant que telle et ces questions de tribus, d'ethnie, comme Adélaïde de Dolcher. Moi, je suis géographe et tout d'abord, un petit préambule. D'habitude, je suis prof en collège ou en lycée pro, donc j'essaie d'expliquer très simplement. Alors des fois, il y a mon neurone prof et mon neurone conférencier qui vont s'entrechoquer, je vais avoir du mal à m'exprimer. Alors, en fait, moi, mon point de départ avec la question identitaire en Mauritanie, c'était lors de mon premier voyage qui était en 2002 en Mauritanie, où je suis allé pour un séjour d'études. Et très rapidement, j'ai été confronté à cette question identitaire, parce qu'à l'université, j'avais rencontré une étudiante maure. Moi, je travaillais sur le quartier des 5e et 6e arrondissements à Nouakchott. Et cette étudiante m'a dit « Mais tu vas là-bas, mais t'es fou, c'est tous des noirs, ils sont tous sales et c'est tous des voleurs. » Et inversement, dans la société négro-mauritanienne, j'ai pu entendre très régulièrement « Ah, mais de toute manière, tu peux pas faire confiance à un mort, ne t'inquiète pas. » Donc, tout de suite, quand on arrive dans cette ambiance-là, on se dit effectivement, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Ensuite, moi je m'intéresse plus particulièrement aux questions de la relation entre la France et l'Afrique, et en l'occurrence la Mauritanie, à la France-Afrique. Et en creusant un peu cette question-là sur la Mauritanie, je me suis aperçu que Jacques Foccart, qui était l'homme lige de Gaulle, qui a mis en place tout le système de domination postcoloniale et néocoloniale dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, était venu en 1966 à Nouakchott. Et en regardant un peu les parallèles, c'était au moment des émeutes qui avaient eu lieu en 1966 suite à la réforme de 1965 instaurant le bilinguisme dans le système d'enseignement. Et donc, qu'était venu faire Jacques Foccart là-dedans? Et surtout, alors que le français était remis en cause, la domination du français, de la langue française était remise en cause en Mauritanie, Foccart est rentré et n'a absolument rien changé, n'a fait aucune pression sur le pouvoir mauritanien, ce qui est une exception notable dans tout le système postcolonial france-africain, parce que d'habitude, dès qu'il y a une menace sur l'enseignement du français, soit on élimine la menace, soit on fait tout pour que cette menace n'arrive pas au pouvoir. Donc en Mauritanie, ça n'a pas été le cas. Et par ailleurs, en m'intéressant aussi aux questions de la France-Afrique, je me suis intéressé notamment aux questions du Rwanda, du génocide au Rwanda, dans lequel la France est fortement impliquée, ou en tout cas il y a de fortes complicités de la France avec un certain nombre de génocidaires. Et en étudiant toute la mécanique qui a amené au génocide de 1994, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de parallèles à faire avec ce qui s'est passé en Mauritanie. Puisque le démarrage de cette question-là, de ces tensions-là au Rwanda, ça ne commence pas dans les années 80, mais ça prend racine vraiment fortement dans les années 80, comme pour ce qui va arriver à la fin des années 80, en Mauritanie. Pardon. Donc du coup, moi, mon propos va surtout porter pas tant sur les questions identitaires en tant que telles, non pas que je les ignore, comme je l'ai souligné tout à l'heure, parce qu'il y a de réels enjeux autour des questions identitaires en tant que telles, mais moi ce qui m'intéresse, ça va être quels sont les enjeux de pouvoir et de domination qu'il va y avoir derrière. Qui se sert et comment sont manipulées ces questions d'identité pour asseoir quel pouvoir et comment. Donc en fait, la question identitaire, elle est... Abdelwahedou tout à l'heure disait qu'elle datait de quelques décennies, elle est même consubstantielle à la naissance de la Mauritanie moderne, enfin de l'État mauritanien. Puisque la Mauritanie est une création française, c'est les Français qui ont décidé de créer cette colonie, enfin ce pays-là, à partir de la colonie qu'ils avaient. La Mauritanie était la seule colonie qui n'était pas administrée depuis son propre territoire, dans tout le système colonial en Afrique au moins, pour ce que je connais. Et elle est administrée depuis Saint-Louis du Sénégal, donc ce n'était pas forcément une évidence que la colonie de Mauritanie devienne un pays au moment des indépendances. Donc, pourquoi la France a fait le choix de créer d'une part la Mauritanie et d'autre part une Mauritanie réunissant des populations arabophones et des populations noires du Sud? Alors, une des hypothèses, c'est que d'une part, pour les Français, pour les administrateurs français, dans la représentation mentale qu'ils ont de la Mauritanie, pour eux, la Mauritanie, c'est le pays des morts. D'ailleurs, c'est le nom qu'ils ont donné à cette colonie-là.
Mais il y a également sans doute des enjeux de pouvoir, puisque, rappelez-vous, à l'époque, le Maroc avait de grandes ambitions sur l'espace mauritanien. Il voulait d'un grand Maroc descendant jusqu'au fleuve Sénégal et allant jusqu'à Tombouctou. La France ne voulait surtout pas de l'émergence d'un pôle de puissance dans son ancien espace, ancien espace colonial. Donc, elle ne voulait surtout pas que le Maroc, d'une part, réussisse cette OPA sur l'espace mauritanien, et par ailleurs, au sud, il y avait également des ambitions de la part de la Fédération du Mali. À l'époque, le Sénégal et le Mali voulaient créer un pôle progressiste avec des ambitions panafricaines, constituant un autre modèle de développement, et voulaient évidemment récupérer les populations du sud, et donc une partie du sud de la Mauritanie. Donc, la France, pour faire pièce à ces deux ambitions, a décidé de créer un seul espace réunissant ces deux populations, mais alors que, comme le président Abdelwahid, la majorité des personnes qui ont été scolarisées dans la Mauritanie coloniale étaient des populations du sud, des populations noires du sud, qui ont formé la majorité des cadres administratifs et de tout l'appareil administratif colonial et post-colonial. L'appareil d'État a, lui, été donné à des morts, et plus particulièrement aux tribus maraboutiques, et notamment au sein de celle-ci à l'aristocratie moyenne des tribus maraboutiques. Alors pourquoi la France a-t-elle donné ce pouvoir-là aux morts? On peut faire l'hypothèse que s'ils avaient donné le pouvoir aux Noirs, il y avait de grandes chances que les morts auraient prôné le rattachement au Maroc. Il faut bien se remettre en perspective qu'à l'époque, l'émission qui s'appelait La Voix du Sahara marocain était très écoutée, notamment dans les milieux arabophones. Une émission qui prenait le rattachement donc, au Maroc. Il y avait également des tendances politiques plus ou moins puissantes au sein des élites politiques mauritaniennes qui prenaient ce rattachement-là. Et donc, pour éviter cette séparation-là, la France a préféré donner le pouvoir aux morts. Et d'ailleurs, il est significatif que dans une interview au journal Le Monde, Mokhtar Ould Daddah, en juin 1958, dit « Si nous devions choisir entre une fédération maghrébine et une fédération d'Afrique occidentale française, nos préférences nous porteraient vers le Maghreb. » Donc voilà, s'il y avait à choisir, si nous ne pouvions pas être mauritaniens, nous irions vers les Marocains. Donc le pouvoir postcolonial en Mauritanie est dévolu par les Français alors, dire aux morts, c'est simplificateur parce que, bien évidemment, la société mort est extrêmement complexe et puis les rapports de pouvoir aux morts, tout à l'heure, Abdelwahid a expliqué toute la complexité qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, pour faire simple, je vais dire que le pouvoir a été dévolu aux morts, même si tous les morts sont loin d'avoir du pouvoir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, le gouvernement français semble avoir pensé que la Mauritanie pourrait rester dans son orbite en donnant le pouvoir aux morts. Et parallèlement, le pouvoir autour de Mokhtar Ould Daddah, pour s'affirmer à la fois culturellement et politiquement face à son ancien colonisateur, décide de faire de la politique d'arabisation une politique, de généraliser cette politique d'arabisation pour arriver à constituer d'une part un ensemble national et puis développer une fierté nationale et une autonomisation vis-à-vis du pouvoir postcolonial, du pouvoir français qui cherche toujours à contrôler la Mauritanie. Et donc, en développant une politique d'arabisation, il espère pouvoir se rapprocher, trouver des soutiens auprès des pays dits progressistes de l'époque, Algérie, Libye, Égypte, un peu plus tard avec l'Irak. Et donc, dans cette perspective-là, il lance la loi de 1965, imposant donc le bilinguisme dans l'enseignement, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et au final, ça c'est la première fois où la question identitaire en Mauritanie devient extrêmement forte, avec des enjeux, avec une violence qui se déchaîne derrière, puisqu'il y a eu des émeutes
des blessés et des morts, des gens qui sont tués, des gens qui sont tués dans ces émeutes-là. Et en fait, donc on a vu que quand la France donne le pouvoir aux morts et cristallise la question identitaire, c'est pour des enjeux politiques de domination extérieure. Là, en 1966, Mokhtar Ould-Daddah va se servir de la crise qui en est pour éliminer au sein du pouvoir et parmi ses proches des rivaux potentiels. Ce qui fait qu'après les émeutes de 1966, il va sortir deux rivaux politiques potentiels du gouvernement, ça va lui servir à exclure, entre autres, ces deux rivaux-là. Donc à nouveau, un enjeu de domination politique interne derrière cette question identitaire à ce moment-là. À propos de l'arabisation et du panarabisme, on va dire, pour faire simple à nouveau, du panarabisme de ce pouvoir-là, et pour faire pièce, justement, toujours pareil, à cette volonté de domination postcoloniale, néocoloniale de la France, la Mauritanie, donc je l'ai dit, va se rapprocher notamment de l'Algérie et de la Libye, et ça va lui servir de marge de manœuvre jusqu'à arriver à faire ce qu'aucun autre pays, ce qu'aucune autre ancienne colonie française n'a réussi à faire, c'est à remettre en cause dès 1972 les accords de coopération qui liaient la France à la Mauritanie, puis à sortir du franc CFA. C'est la seule colonie qui est sortie du franc CFA. Elle a pu sortir du franc CFA qu'en s'appuyant sur l'Algérie, en demandant si la France nous lâche du jour au lendemain, est-ce que vous pouvez nous apporter un appui technique. Et puis, financièrement, elle s'est appuyée sur le soutien financier de l'Égypte, qui a apporté la moitié des fonds nécessaires à la création de l'UBIA. Et puis, encore plus important, une claque encore plus importante dans les intérêts néocoloniaux français, ça a été la nationalisation de la Miferma en SNIM. Donc à nouveau, on retrouve cette question de politique d'arabisation en lien avec cette politique de lutte anti-néocoloniale. Ceci dit, Mokhtar Ould-Daddah, il va payer assez cher cet affront-là, parce qu'en 1978, les Français sont très contents de pouvoir se débarrasser de lui et de soutenir le coup d'État de 1978. Et plusieurs éléments, mais bon, ça c'est un autre sujet, plusieurs éléments laissent à penser que la France a soutenu le coup d'État. Donc ça c'est dans un premier temps, dans la Mauritanie de Mokhtar Ould-Daddah, la question identitaire. Après, la question identitaire va se cristalliser de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus violente dans les années 80, et notamment sous le pouvoir de Maouya Boutaya. Les enjeux de ce qui sont appelés pudiquement par un doux euphémisme les événements de 1989, les événements, un événement, ça peut être plein de choses. En tout cas, pour moi, ça ne peut pas être le fait de tuer, d'assassiner un certain nombre de personnes de manière volontaire pour nettoyer une administration, pour nettoyer une armée et de chasser des gens, de détruire leurs papiers et de les chasser du pays. Pour moi, ce n'est pas un génocide non plus, parce qu'un génocide, c'est une volonté d'extermination systématique. Donc, dans un génocide, on ne chasse pas les gens, on les extermine. Par contre, ça sert à un nettoyage ethnique. Pour moi, c'est un nettoyage ethnique. Les événements de 1989 sont un nettoyage ethnique. C'est-à-dire, on chasse une partie de la population en raison de ses caractéristiques ethniques, donc les caractéristiques qu'a présentées tout à l'heure Abdelwahid Boutcher. Donc, pour revenir à cette question du nettoyage ethnique, des événements de 89. Je ne vais pas revenir sur le déroulé des événements, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. C'est à nouveau ce qui m'intéresse, c'est les enjeux de domination qu'il y a derrière. Ils sont à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'une part, le pouvoir de Maouya ressentait une certaine menace de la part des cadres noirs militaires de l'armée. Tout d'abord, au sein de l'élite négro-mauritanienne, se faisait jour une contestation ouverte de ce qu'ils appelaient le pouvoir Beylan, de la société Beylan, notamment avec le manifeste du Négro-Mauritanien opprimé et par les flammes. Donc, tout d'abord, une contestation au sein de la société civile, mais également une contestation montante dans l'armée jusqu'au putsch ou pseudo-putsch. Là, vraiment, je n'ai aucune idée sur la réalité du danger de coup d'État de 1987. Toujours est-il que cette tentative de coup d'État va servir
a nettoyé une partie de l'armée mauritanienne de ses cadres noirs, négro-mauritaniens plus exactement. Donc à nouveau, un événement identitaire qui sert à asseoir une domination sur une armée. Et puis plus tard, les événements de 89, le déclenchement des événements de 89, vous les connaissez, c'est les tensions avec le Sénégal, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais les enjeux qu'il y a derrière cette tension-là, il faut bien voir, et c'est là où il y a le parallèle avec le Rwanda, c'est-à-dire que les années 80 sont marquées en Afrique en général par les programmes d'ajustement structurel, qui ne sont pas en Mauritanie appelés des programmes d'ajustement structurel, mais ils commencent en 85 et ils s'appellent les programmes de redressement économique et financier. Donc la Mauritanie, à cette époque, est dans une situation financière extrêmement difficile. Elle est très affaiblie financièrement par la guerre qu'elle a menée au Sahara. Après l'arrêt de la guerre, les pouvoirs ont maintenu une armée pléthorique qui coûte extrêmement cher. Et par ailleurs, parallèlement, sur les marchés internationaux, les prix des matières premières s'effondrent. Donc la Mauritanie, qui est extrêmement dépendante de son fer, perd énormément de ressources. Et parallèlement, on a un renchérissement des crédits qui avaient été faits. Donc la Mauritanie se retrouve financièrement étranglée et doit passer sous les fourches codines des institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI, qui imposent une réduction des coûts des dépenses, c'est ce qui va nous arriver bientôt en France, à savoir assainir la gestion des entreprises publiques, investir vers les secteurs productifs, augmenter l'efficacité administrative, encourager l'initiative privée, mais tout ça avec moins d'emplois publics. Puisque dans tous les États africains post-coloniaux, les différents pouvoirs ont réussi à asseoir la fidélité de leur société, en tout cas à acheter la paix sociale, en distribuant massivement de l'argent. En employant le plus de monde possible à tous les postes imaginables dans l'administration, que tous les diplômés soient embauchés dans le système administratif. Et ça, c'est généralisé dans la majorité des post-colonies africaines. À partir des années 80 et des plans d'ajustement structurel, ceci n'est plus possible parce qu'il n'y a plus autant d'argent disponible. Donc, un pouvoir, pour asseoir sa domination, ne peut plus acheter globalement la paix sociale, il doit s'appuyer sur certains segments clés de la société. Donc, il va s'appuyer sur les enjeux tribaux, qui sont en lien avec ce que disait également David Boucher sur le fait que les tribus, au bout d'un moment, il faut qu'elles entrent en conflit, sinon ça pose problème. Donc là, de créer le conflit avec les négro-mauritaniens permet de ressouder la population maure arabophone, hassanophone, parce qu'au même moment, on monte les mouvements anti-esclavagistes, le mouvement El-Roi devient de plus en plus puissant, et donc il y a un clivage qui est en train de se faire au sein de la société maure entre les morts noirs et les morts blancs, et donc ça permet d'une part de ressouder ce conflit-là, de rattacher toutes les tribus ensemble derrière le pouvoir de Maouya contre un bouc émissaire qui sera les négro-mauritaniens en Mauritanie. On retrouve la même dynamique au Rwanda qui sera contre les Tutsis. Et donc pour cela, il faut distribuer des postes administratifs, donc on en a trop, donc il faut enlever les gens qui sont en poste pour leur permettre d'y accéder. Et puis c'est pas avec une paye de fonctionnaires, même de hauts fonctionnaires, qu'on va faire fortune. L'intérêt d'accéder à un poste administratif dans l'appareil d'État, c'est surtout tous les détournements que ça permet derrière. Donc les négro-mauritaniens qui vont être chassés des postes administratifs ou des postes techniques, notamment au sein de la SNIM, vont être remplacés par des gens qu'on va nommer non pas forcément pour leurs compétences, non pas que tous sont incompétents, mais surtout pour leur appartenance tribale, pour arriver à fidéliser telle tribu et telle tribu au pouvoir, et pour que tous ces gens-là aient quelque chose à perdre de l'effondrement de ce pouvoir-là, donc d'acheter leur complicité en gros. Donc les événements de 89, le nettoyage de 89, va servir à asseoir le pouvoir de Maouya en achetant toutes ses fidélités tribales plus particulièrement. Il va également servir
Il y a également un autre enjeu important autour de ces événements, c'est tous les enjeux fonciers. Puisqu'en 83, il y a une modification du régime de la propriété foncière. Les terres qui ne sont pas mises en valeur passent sous la propriété de l'État. Et par ailleurs, il est possible d'avoir une propriété individuelle de la terre à partir de 1983. Donc les terres qui ne sont pas mises en valeur, les plus intéressantes, qui sont forcément dans le sud, dans la vallée du fleuve Sénégal, commencent à être rachetées par les apparatchiks qui tournent autour du pouvoir de Maouya. Et ces apparatchiks-là sont majoritairement des hommes d'affaires morts. Donc ces gens-là commencent à acheter des terres, et au début descendent dans la vallée et disent bon ben voilà, maintenant messieurs, dames, vous êtes bien gentils, mais vous partez, ce sont mes terres. Donc évidemment vous imaginez bien que les communautés vivant dans la région ne se laissent pas faire. Donc les gens ont acheté des terres qu'ils ne peuvent pas mettre en valeur pour les utiliser. Donc les événements vont également servir à libérer un certain nombre de terres, d'autant qu'en plus vont revenir du Sénégal de 100 à 200 000 morts qui sont chassés du Sénégal. Donc il va aussi leur falloir leur trouver des terres. Ça va permettre également de distribuer des terres aux Haratines qui sont en conflit. Donc on va aussi acheter une partie de la paix sociale autour de l'enjeu de l'esclavagisme et de ses séquelles. Donc en distribuant des terres à des Haratines, on va un peu les calmer. Donc à nouveau, cette question identitaire, on voit que là, elle sert à la fois des intérêts de domination économique et des intérêts de domination politique, derrière juste des questions purement de racisme ou toute autre considération culturelle qu'il peut y avoir derrière ces événements. Et puis plus récemment, cette question identitaire a émergé. Enfin, d'ailleurs, c'est assez intéressant, et c'est une question que je vais vous poser en même temps à Develoux. C'est le sens du glissement de questions nationales, puisqu'on parlait de questions nationales dans les années 80, à aujourd'hui la question identitaire. Quel sens ça pourrait avoir ce glissement-là? Donc l'émergence de la question identitaire, qui n'est pas nouveau, moi je l'ai vu aussi pendant la campagne électorale de 2009, où c'est là où je me bug, le président d'APP qui était candidat à l'élection présidentielle, Messaoud Boutreb, avec son parti, a dit que son parti, et lui s'il était président, ferait de l'arabe la langue unique du pays. Et ça a été repris par le pouvoir d'Aziz, puisque le pouvoir d'Aziz est, à mon avis, extrêmement faible. Il a une implantation très faible dans la société. Il est très critiqué, y compris au sein de l'armée. Il est très, très critiqué au sein de la population noire, négro-mauritanienne. Il est très critiqué, à mon avis, il est très critiqué de partout. Il est extrêmement faible. Et donc, pour assurer sa domination, il va réessayer, et en tout cas, il réessaye la tactique qu'avait fait Maouya, de fédérer la population maure dans son ensemble autour d'un nouveau bouc émissaire, enfin nouveau nom mais qui est toujours le même, qui est la population négro-mauritanienne, en disant toujours regardez, ce ne sont pas des Mauritaniens, on retombe exactement sur les mêmes questions que dans les années 80. Et donc il va essayer de fédérer, il joue sur quelque chose d'extrêmement dangereux, de relancer cette question-là pour assurer son pouvoir qui, à mon avis, est menacé, et son pouvoir, quoi qu'il en soit, même s'il arrive à faire ce qu'il veut faire, il ne tiendra pas bien longtemps. Donc on retombe à nouveau sur des questions de domination, cette fois-ci sur des questions de domination interne, sur les questions de domination sur la société mauritanienne, et pour assurer son pouvoir en Mauritanie. Pour assurer son pouvoir à l'international, il joue sur d'autres ficelles, et il joue notamment sur la question de la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, en lien avec la France et l'Algérie. Enfin, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, là c'était un portrait très rapide. Je pense que j'espère avoir été démonstratif sur cette question des enjeux de domination derrière la question identitaire en Mauritanie. Et
moi, ce qui me frappe quand je discute politique avec des Mauritaniens, c'est que c'est systématiquement là cette question qui ressort, et que, à mon avis, la question fondamentale de la Mauritanie n'est certainement pas celle-ci. Elle n'est certainement pas celle-ci. Le vrai enjeu en Mauritanie, c'est même pas celui de la démocratie, il est lié à la démocratie, c'est l'enjeu social et économique, c'est la misère terrible dans laquelle vit l'écrasante majorité de la population, et de jouer sur cette question identitaire, quel que soit le parti qui se réclame des Halatines, le parti qui se réclame des négro-mauritaniens, les partis morts qui se réclament telle ou telle tribu, joue le jeu du pouvoir parce qu'il divise, alors que le vrai enjeu, c'est un enjeu social et économique en Mauritanie, et c'est là-dessus qu'il faut se battre, et non pas sur les questions identitaires. Si, bien sûr, il faut la justice. On est bien d'accord qu'il faut la justice, mais ça ne doit pas passer avant tout. La justice, elle passe d'abord par la justice sociale, et ensuite par les réparations. Mais à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut se battre, et c'est l'enjeu essentiel de la Mauritanie. Voilà.